Je vais essayer de vous expliquer le mode d'emploi que j'ai eu et peut-être même le pourquoi justement je suis encore en vie. J'ai eu un assez gros problème de santé plusieurs fois dans ma vie et j'avais des dons étant petit, mais étant petit j'en parlais. Je remarquais que bien souvent tous les enfants avaient les mêmes dons et que c'est à partir de 10 ans à peu près que les langues ont commencé à se nouer et que il y avait moins d'affirmations lorsque je me mettais à parler avec les autres enfants. Et donc j'ai commencé à me renfermer à moi en parler. Et il a fallu ces accidents de vie pour me rendre compte qu'il fallait en parler. J'ai, euh, je suis plus ou moins télépathe et sans parler de médiumnité, j'arrive à sentir certaines émotions des personnes qui sont de l'autre côté. Et ce qui m'a perturbé longtemps, c'était de ne pas en avoir la preuve. Maintenant, je me rapproche de la quarantaine et j'avoue que je n'ai plus peur des a priori ou de ce que l'on pense, ou alors trouve la nécessité d'en parler plus importante. Je vais commencer par vous expliquer comment ça se passe, en espoir que vous arrivez, vous de même, à essayer de voir un petit peu si ce raisonnement pourra vous aider. Il y a plusieurs manières d'arriver à ces fins, et je vais essayer de vous en donner deux, trois moyens. D'abord, je vais vous demander de regarder la pièce où vous êtes et de visualiser bien les objets qu'il y a qui vous entourent. Si vous êtes dans votre bureau, si vous êtes dans votre salon, enfin l'endroit même où vous êtes. Je vais vous demander de fermer les yeux. Maintenant que vous avez les yeux fermés, je vais vous demander si vous arriverez à vous orienter dans cette pièce, à situer où vous êtes assis, et puis à situer les objets de cette pièce, euh, la place de chaque objet. Si vous n'y arrivez pas, réouvrez les yeux et faites plusieurs fois l'exercice, jusqu'à sentir la pièce. Une fois que vous arrivez à bien fermer les yeux et à resituer plus ou moins les objets environnants ou en décelant un petit peu les objets dont vous avez la mémoire, je vais essayer de demander à ce que vous laissez votre attention sur ces objets et que vous allez essayer de chercher même ce que vous n'avez pas vu. Mais juste en conscience que vous êtes dans la pièce et en conscience que ces objets-là sont bien dans la pièce. Pensez juste quel objet est vraiment dans la pièce. Essayez de situer ce qui est les objets qui sont l'un à côté de l'autre. Essayez de situer la forme de chaque objet et l'ampleur de chaque objet. Et tout en vous plaçant dans la pièce, en visualisant votre place. Maintenant, avec votre réflexion, je vais vous demander d'imaginer cette situation. Si je prends un objet comme un verre et que je le jette au sol, pourriez-vous le visualiser et trouver l'origine de la casse, l'endroit où il s'est fracturé? Est-ce qu'il est à votre droite? Est-ce qu'il est à votre gauche? Est-ce que c'est devant vous? Est-ce que c'est derrière? Et maintenant, je vais vous dire, c'est une question de visualisation. Mais, une fois que vous êtes bien approprié de la pièce, tout en fermant les yeux et sans vous déplacer,
Je vais demander à ce que votre esprit, c'est-à-dire votre conscience, votre réflexion, se promène dans la maison ou l'appartement. Parce que vous pouvez visualiser d'autres pièces. Et une fois que vous avez visualisé d'autres pièces, vous allez pouvoir sortir. Donc, tout en imaginant tout ce que vous pouvez voir de, de votre sortie. La porte, derrière la porte, peut-être les escaliers s'il y en a, et autres. Alors comme ça, vous pourrez vous balader. C'est comme ça qu'on commence les voyages astrales ou astro. Mais plus en profondeur, je vais vous demander de toujours garder un lien avec votre corps, comme un fil d'argent qui vous empêche d'aller trop loin. Souvent, la peur nous rattache et, et puis c'est pas très très bon d'aller trop loin ou trop souvent, car on se coupe un peu de notre corps ou de la réalité matérielle qui nous entoure. Et j'avoue que il faut du temps avant de maîtriser ces voyages, car plus on part, plus on veut partir, et plus on a tendance à partir longtemps. Et même des fois, une fois qu'on maîtrise les voyages, on a tendance à laisser son esprit voyager, même quand on a les yeux ouverts. C'est une expérience un peu comme de l'hypnose éveillée. Au-delà de votre maison, de votre région, je vais vous demander d'aller plus haut maintenant. Plus haut, comme si vous voyiez votre région entièrement, votre département, votre région. Et après plus haut en visualisant votre pays. Et puis maintenant que vous êtes un peu habitué à ce système de se déplacer de sa propre conscience et de s'imprégner de ce qu'on pourrait y voir, je vais vous demander d'aller au-delà, au-delà de la sphère, au-delà de ce qui enveloppe la Terre. Et je vais vous demander d'aller voir les personnes qui vous manquent, qui sont parties, et d'aller à leur rencontre. Bien souvent, quand on veut les voir, on essaie de se rappeler l'image des visages. Et c'est une erreur. Il ne faut pas se rappeler l'image des visages, mais il faut se rappeler l'émotion. Et dans l'émotion, euh, il faut bien que vous visualisez pas l'émotion qu'il y avait lorsqu'ils étaient en vie, pas l'émotion lorsqu'ils sont partis, mais l'émotion qu'il y a à l'instant où vous faites l'expérience. Je sais que quand on commence à sentir la présence de nos défunts, on peut être du coup assez submergé, ça peut aller très vite et très intense, submergé de ses propres émotions. Au départ, euh, un peu un peu frustré de ne pas pouvoir y arriver. Et puis lors du premier contact, bien souvent c'est notre corps. C'est au-delà de notre conscience ou de notre inconscient, c'est notre corps qui le ressent. Et il est primordial de sentir ses propres émotions, tout en restant dans l'émotion. Il faut exprimer un besoin, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément au départ le plus facile, une discussion télépathique qui est le plus simple. Mais au départ, juste le besoin de ressentir une émotion précise que la personne qui est partie serait capable de vous offrir. Bien souvent, c'est à cette étape-là qu'on commence à ressentir que ce n'est plus dans l'esprit, mais que c'est dans le corps, dans le ressenti et l'émotion. Notre corps, une fois qu'il est en contact, il a tendance à se délivrer, c'est-à-dire il a tendance à se mettre à pleurer.
Et c'est pas pleurer de forcément désespoir, mais c'est pleurer de retrouvailles, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas senti ces émotions. Et bien souvent, notre inconscient, du fait de la mort et du fait de la séparation, inconsciemment, on s'est privé de vouloir ou pouvoir ressentir ces émotions. Alors je reconnais que c'est un peu troublant, mais les conversations télépathiques avec ces mêmes personnes qui vous sont chères, et je me mets à parler ce soir parce que on a tous dans nos familles des personnes qui sont chères et qui sont parties. Ces contacts télépathiques viennent plus tard. Il faut pas se braquer s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de contact. Mais il faut être toujours ouvert à ou les prochaines fois, les prochains essais, ou alors à ce qu'on peut ressentir. Mais il n'en faut pas de trop. Il faut vraiment être intègre sur son propre ressenti, sans pour autant l'idéaliser, sans pour autant le blasphémer, sans pour autant le changer par son intellect. Il peut y avoir des grandes réjouissances, comme il peut y avoir presque une rage ou une colère. Peut-être pas une rage parce que c'est intense, mais une colère ou une frustration du moins. Et, euh, et c'est souvent parce que cela fait longtemps qu'on n'a pas été en contact avec ces personnes. Mais disons que plus on s'entraîne à aller voir les mêmes personnes, et plus on a une possibilité de les ressentir. Et disons que par la suite, une fois qu'on est familiarisé avec les voyages astrales, une fois qu'on est familiarisé avec nos personnes chères, eh bien on ressent beaucoup plus et on peut les entendre carrément. Donc, pour cela, ça nécessite vraiment quelque chose d'intègre. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on désire forcément entendre ou ressentir, mais ce sont surtout quelque chose de utile. Euh, Bien souvent, on pleure nos morts sans s'adresser à eux, et bien souvent, nos morts se jugent, c'est-à-dire que pour aller à une élévation vers la paix intérieure et le repos éternel, bien que c'est pas éternel, c'est à un moment donné, on a besoin d'être en paix. Et pour être en paix, il faut avoir réglé certains conflits. On est peu de personnes à choisir le moment où on part. Et des fois, on part trop vite. Par exemple, quand il y a des accidents, ou quand il y a des maladies, ou quand... Et bien souvent, les personnes qui sont mortes culpabilisent de ne pas avoir pu s'exprimer, ou de ne pas pouvoir arriver à communiquer. Il est vraiment important dans le processus de deuil, de, de ne pas être en colère ou triste. Cela fait partie de la vie. Mais si on prend conscience que on peut euh, se délivrer euh, notre intime et qu'il y a un réel partage, du coup, on ne voit plus la mort comme une séparation. Ça rentre dans l'intime. Peut-être pour ça que les personnes qui arrivent ont du mal à en parler encore. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on est mort, il y a une grande et bienveillance euh, de, des êtres qui sont partis, qui fait que on peut ne pas les reconnaître, ou on peut être étonné, plus ou moins étonné de ce qu'il y a. J'avoue que les premières fois que cela m'arrivait, euh, c'était plutôt des émotions sans compréhension,
et sans réel écoute ou partage de euh, intellectuel. Il m'a fallu du temps et pour être intègre et il m'a fallu du temps pour pouvoir partager télépathiquement des informations. Il a fallu que je prenne confiance en moi, il a fallu que je prenne des repères, il a fallu que je me familiarise avec le fait que on pouvait être dans un endroit physique et dans un endroit de l'esprit et que ça soit pas le même endroit. Mais par la même réflexion, je peux vous dire que vous êtes allongé quand vous dormez et pourtant dans votre rêve, vous êtes libre de vos actions et de vos émotions. Et vous pouvez, euh, par les rêves, vous entraîner à faire des voyages astrales et autres. Mais ça vous est arrivé de rêver et d'être à une époque où vous arrivez à maîtriser la lévitation des objets. Par exemple, vous lâchez l'objet, il reste en l'air. Mais ça vous arrivait d'être des fois dans des lieux où vous ne parlez pas les mêmes langues. Cela vous étonne presque, mais pas tant que ça. Vous le parlez, vous le comprenez. Enfin, il y a dans les rêves des fois comme une porte qui, le long d'une vie, ça arrive pas tous les jours, mais il y a le long d'une vie, des fois des rêves qui nous permettent de adhérer à ces consciences. Et ce qui m'a permis de vous offrir ces modes d'emploi, c'est que justement depuis petit je fais ces rêves-là. Et comme c'est des rêves prénominatoires, euh, lorsque je le rêvais, il y avait une grande incompréhension et une grande, c'était bizarroïde, c'était sans explication. Mais comme les jours suivants ça se réalisait, bien petit à petit j'ai commencé à comprendre que entre le monde subtil des rêves ou de notre conscience ou de notre esprit et le monde matériel, il pouvait y avoir des portes comme ça d'accès. Ce que je veux dire, c'est que par l'esprit, l'âme, enfin la conscience, à un moment donné, on peut, avec l'esprit éveillé, se rappeler d'un souvenir. Mais il y a plusieurs manières de se rappeler. Il y a se rappeler par les souvenirs, par la mémoire, et puis il y a se rappeler par l'émotion. Comment on se rappelle de l'émotion? Ça nous arrive aussi dans d'autres milieux. Souvent quand on retrouve une odeur infantile, il y a des odeurs qui ne sont propres à notre enfance et que ça fait longtemps qu'on les a pas retrouvées. Mais durant notre vie, quand on retrouve ces subtilités, ces subtilités odorantes, eh bien, on se remémorise, non bien avant le souvenir, on se remémorise l'émotion du souvenir. Et cela appartient à la mémoire cellulaire. Ça veut dire que tout ce que vous vivez, euh, que ce soit avec des êtres ou que ce soit avec des lieux ou que ce soit avec des objets ou avec des situations, il y a une empreinte cellulaire, quelque chose qui vous régit, quelque chose euh, que vous ne définissez pas. Et c'est bien souvent comme une action se passe la première fois, on a du mal à la définir parce que l'émotion, on ne la connaît pas. Et c'est quand on retrouve l'émotion que l'on peut y mettre des mots, qu'on peut y mettre des consciences ou des logiques ou des expressions. Eh bien, ça se passe exactement de la même façon et il vous faut du temps, mais le parcours est toujours plus facile. C'est comme si quand on va chez des amis, la première fois on peut ne pas savoir où c'est, on met du temps avant de le trouver, ou des fois c'est plus facile, mais ce que je veux dire c'est que plus vous irez chez vos amis, et plus vous savez le chemin, jusqu'à ne plus douter du chemin. Et bien là, pour les voyages astrales, ou pour les communications avec les défunts, ou pour les, euh, les voyages, disons que c'est pareil. Le mode d'emploi, vous devez le trouver, vous devez prendre du temps, et la confiance se fait avec le temps.
mais tout ce que vous allez découvrir, vous allez pouvoir le vérifier. Alors au départ, les informations sont pas exactes, et c'est pas qu'elles sont pas exactes, c'est que vous n'avez pas forcément l'habitude de les décoder. Euh, mais il faut, au lieu de voir que ce n'est pas exact, il faut comprendre votre ressenti, il faut comprendre l'émotion et l'expression de l'émotion, et il faut comprendre aussi le lien avec la réalité. Quand vous aurez compris ce qui peut changer et ce qui ne peut pas changer, vous pourrez interpréter beaucoup plus vos songes. Et il est très intéressant dans notre vie de se rendre compte que bien souvent, quand on discerne et qu'on arrive à décoder son émotion, eh bien, même si on ne connaît pas des personnes, souvent dans mon entourage, j'ai des flashs, mais de comment ça s'appelle, de défunts de mes entourages et que je n'ai pas connus. Mais j'ai appris à intégrer et à décoder mes propres émotions et je peux arriver à avoir des informations directement euh, comme cela par décoder mes propres ressentis. Ce que je veux dire, c'est que on peut le faire sans avoir connu la personne et on peut se rendre compte qu'une fois qu'on le fait et qu'on s'est mis sur la même taux vibratoire que la personne, eh bien on peut avoir aussi des informations intemporelles. Ça veut dire des informations qui ne sont pas du présent, qui ne sont pas forcément du passé, mais qui peuvent être de tout temps. Ça veut dire de ce qui ne peut pas changer. Et, euh, et des fois même de ce qui a été toujours caché. Il est intéressant de voir que bien souvent, et pour toute personne, il y a beaucoup de non-dits. Alors d'autres appellent ça de l'inconscient ou autre, mais ce que je veux dire, c'est que même notre propre personne, où on s'affirme pas, où on se dit pas, où on n'ose pas accepter tout de notre personne. Et nous sommes sur Terre pour accepter le tout de notre personne, et il nous faut toute une vie pour accepter toutes les facettes de notre personnalité, jusqu'à effacer celles qui nous dérangent et jusqu'à accepter celles qui sont le plus... Il faut arriver à dénouer ce qui est le plus caché en nous, pour développer son plein potentiel. Mais ce sont des potentiels humains. C'est quelque chose que nous avons tous au fond de nous. Euh, Bien souvent, quand on le fait pour autrui, euh, on n'a pas besoin de comment ça s'appelle, personnellement, d'avoir la certitude de ce que l'on affirme. Bien souvent, c'est les attitudes, c'est-à-dire le visage ou le comportement de la personne à qui on le déclare, qui nous affirme, euh, de par sa réaction, qui nous affirme que qu'on est dans le juste. Et il ne faut surtout pas essayer, enfin, il faut toujours avoir conscience, si on le fait pour autrui, que il y a bien souvent des plaies qui ont été pas oubliées, mais qui ont, par protection, on, on les rend inconscientes. Comme si d'en avoir conscience nous ferait trop mal. Et notre inconscient va forger tout un mur jusqu'à des fois bannir la porte qui permettrait de voir notre problématique ou l'origine profonde de, de notre être. Et bien souvent, l'origine profonde de notre être, c'est que on est différent. C'est-à-dire que bien souvent, quand on est tous différents, mais bien souvent quand on est trop différent, eh bien on forge un mur sans porte et on laisse personne passer au-delà de ce mur. Et quand on voit cela pour les personnes de notre entourage, bien souvent les personnes se braquent comme si, euh, comme si on était passé à travers le mur sans autorisation. Et il ne faut pas piéger les personnes
derrière leur mur, parce que si elles ont bâti un mur, c'est souvent des protections de cœur. Donc, avant même d'affirmer tous les problèmes qui sont délicats, il faut avoir tendance à préserver le mur et, et au lieu de le franchir, de comprendre l'origine de ce mur, pourquoi il s'est bâti, et avant même de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais dans bien des sujets, souvent affectifs d'ailleurs, euh, notre conscient va bâtir un mur pour protéger notre inconscient. Et dans la conscience que notre inconscient est notre plein potentiel et, et en conscience que c'est lui qui doit s'exprimer. Mais par le jugement d'autrui, par la peur d'autrui, par les réactions d'autrui, du coup, petit à petit, on met une brique après brique et on forge un mur jusqu'à ne s'effacer complètement et ne permettre plus personne à franchir ce mur. C'est pour ça que c'est les de l'intime, parce que c'est souvent dans les relations intimes que bien souvent notre entourage voit ce mur et, et c'est par l'affectif que l'on peut traverser ce mur. C'est-à-dire que par la douceur, par le cœur, par l'attention et l'écoute, on peut comprendre pourquoi la personne a forgé ce mur et on peut comprendre pourquoi elle s'est protégée ou qu'est-ce qui lui faisait mal. Mais comme ce sont des plaies, ce sont des douleurs, il faut y aller très mollo, quoi. J'espère vous, vous avoir fait comprendre un peu plus votre personne ou le potentiel de votre personne et avoir répondu à certaines questions.